De retour après cette séquence particulière et dense avec l'ami W, l'ami Vendry, et son squelette. Et voilà, c'était un sujet de Bastien et Sylvain. Je suis à nouveau bien entouré, mais de toute façon ce soir je suis très bien entouré. Je suis avec Olivier Jouvray. Alors, j'ai pareil, j'ai ma fiche avec mes mots-clés. Auteur, enseignant à l'école Émile Cole à Lyon. Et Olivier, on te doit notamment avec la fratrie, avec Jérôme et Anne-Claire, on te doit la série Lincoln. Oui. Et hier, on a regardé la dernière bande-annonce du dernier album Lincoln, et on s'en est régalé. Donc voilà, donc on a bien suivi Lincoln. On te doit également le studio KCS. Ouais. Enfin, tu participes en tout cas au studio KCS et au comité de pilotage, mais en gros la création, je crois, du syndicat national. Non, pas la création, vraiment le comité de pilotage, mais j'étais pas là au départ. Je suis arrivé après. Mais maintenant, tu y es. Maintenant, j'y suis. Donc tu y restes. Voilà. Alors, posez vos questions, Olivier Jouvray. C'est en direct, toujours sur bdo.fr et citebd.org, évidemment. Alors moi, j'ai des petites questions. Ce syndicat, justement, grosso modo, et finalement assez peu de mots, quel est son rôle, ce syndicat ? Son rôle, c'est d'abord un rôle de médiation, c'est-à-dire et puis de rassemblement, un rôle de fédération des auteurs, parce que les auteurs, habituellement, ont tendance à travailler chez eux, un peu isolés les uns des autres, et dans la même mouvance que les ateliers d'auteurs qui se sont créés, comme le nôtre, où on découvre que travailler ensemble, finalement, sous le regard des autres, en communication avec les autres, ça permet de grandir et de comprendre un peu mieux ce qui nous arrive. Au niveau de notre façon de comprendre le métier, de discuter entre nous de ce qui nous arrive quand on doit négocier avec un éditeur, comment on présente un projet, etc., c'est bien de pouvoir discuter entre nous. Donc, c'était placer des outils pour se connaître et se comprendre et partager nos expériences. Et voyant que dans les relations entre auteurs et éditeurs, régulièrement, il y a des problèmes d'incompréhension, des problèmes de communication, de choses comme ça. Il était nécessaire qu'il y ait une structure qui permette de faciliter les contacts, et c'est de cette manière qu'un certain nombre d'auteurs, et pas des moindres, puisqu'il y a des gens comme Trondheim, comme Pedrosa, Alfred ou Arleston, etc., qui ont tous mis la main à la poche pour financer les premières années d'existence du syndicat. Voilà. Et ensuite, d'autres auteurs sont arrivés dans la bande, ce qui fait qu'on est entre 15 et 20 auteurs au niveau du comité de pilotage à participer aux différentes opérations de travail. On appelle ça syndicat, mais il n'y a pas forcément de couleur politique. Non. C'est plus un groupement. C'est un groupement, ça s'appelle le groupement des auteurs de bande dessinée du SNAC. Le SNAC, c'est le syndicat national des auteurs-compositeurs. C'est-à-dire que ce n'est pas un syndicat indépendant, on s'est intégré à une plus grosse structure qui regroupe aussi des groupements de musiciens, de comédiens de théâtre, etc. Parce qu'on avait la possibilité de faire bénéficier nos adhérents de soutien juridique et d'une structure qui avait déjà des armes et des collaborations avec la Société des gens de lettres ou le Conseil permanent des écrivains. D'accord. Est-ce qu'il existe une certaine solidarité entre les anciens auteurs, les vieux auteurs, et les nouveaux ? Les jeunes, ceux qui arrivent peut-être un peu comme une fleur et qui ne comprennent pas forcément comme les rouages. On ne peut pas globaliser. Il y a des anciens avec lesquels on a des très bons contacts et qui viennent... voilà. Et puis même au comité de pilotage, il y a Maester qui nous a rejoint récemment et qui, lui, a une bonne expérience dans la bande dessinée, nous aide beaucoup justement à comprendre ce qui s'est passé avant. Parce que même si le syndicat a 4 ans d'existence, il y a eu d'autres tentatives avant, d'autres types de relations avec les éditeurs, donc c'est pas nouveau tout ça. Et donc il nous permet de comprendre aussi l'historique des relations auteurs-éditeurs. Mais après, dans toutes les générations, on retrouve les mêmes comportements. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui sont très impliqués, des auteurs qui ont très envie de collaboration, de partage, et puis des auteurs qui aiment bien rester dans leur petite boîte. Donc chacun fait comme il veut à ce niveau-là. Mais voilà, on ne peut pas déterminer de comportement global. D'accord. J'ai une question d'Alex pour toi. Quelles sont les principales revendications auxquelles le syndicat national des auteurs de BD a affaire ? Les revendications, le mot est peut-être fort. C'est difficile à te dire. Les revendications sont placées à différents niveaux. Il y avait au niveau de la transparence, c'est-à-dire qu'on avait besoin que le dialogue entre auteurs et éditeurs se fasse de manière plus claire, parce que entre les contrats, la manière dont on est rémunéré, la manière dont nos bouquins sont traités une fois que les planches ont quitté notre atelier, c'est parfois obscur. Il y a une nécessité de comprendre, parce que quand on arrive dans un métier, c'est intéressant aussi de comprendre comment ça marche et d'avoir une vision un peu plus
claire de l'ensemble de la chaîne du livre. Des revendications aussi au niveau des chiffres de vente. Qui vend nos livres, comment et quels sont les chiffres, pourquoi on nous envoie les chiffres qu'une fois ou 2 fois par an. Voilà, tout ça, sans forcément revendiquer certains points précis, on revendiquait une transparence globale. Parce que pour toute organisation syndicale, avant de revendiquer quelque chose, il faut savoir ce qu'on est en droit de revendiquer. Ouais. Donc ça demande d'abord se renseigner, c'est beaucoup un travail de dialogue, parce que au-delà des négociations, des discussions qu'on peut avoir officiellement avec le syndicat national des éditeurs, il y a d'autres négociations, d'autres discussions qui se passent en direct dans les festivals, dans les rencontres qu'on peut avoir avec les éditeurs, et ça c'est important. Et puis, en dernier lieu, la revendication la plus forte, c'est faite au niveau du numérique, parce que nos bandes dessinées commencent à être diffusées sur support numérique pour les ordinateurs, les tablettes, etc. Il y a des plateformes de diffusion qui sont lancées par les éditeurs avec lesquels on travaille depuis longtemps, sauf que les conditions contractuelles qui nous ont été proposées ne nous conviennent pas, puisqu'on a voulu plaquer le même contrat pour les livres papier que pour les livres numériques. Alors que, Thierry Jour le disait tout à l'heure, en numérique, c'est pas forcément un livre. Ouais. Donc, est-ce qu'il ne faut pas revoir le contrat et le partage des rémunérations pour que tout le monde se satisfasse de cette nouvelle donne? Et comme de la part des auteurs et de la part des éditeurs, on a un manque de culture au numérique aussi. C'est pas parce qu'on vit dedans depuis longtemps ou qu'on utilise des ordinateurs qu'on sait forcément ce que ça implique. Ouais. Comme nouvelle considération au niveau de la création et au niveau de la juridiction. Donc on a revendiqué, on a lancé des pétitions pour obliger nos éditeurs à nous consulter un petit peu plus avant de se lancer dans des opérations commerciales parfois coûteuses et qui parfois ne fonctionnent pas très bien. Donc voilà, ça c'est un thème sur lequel on revient beaucoup et on discute encore beaucoup avec eux là-dessus aujourd'hui. Ouais. Ouais, mais c'est un travail de patience parce qu'il faut se faire un travail d'éducation. Ouais. Et pour nous-mêmes et pour nos éditeurs, et apprendre à trouver des langages communs et trouver les axes de développement qui satisferont tout le monde. D'accord. Toi qui es en contact, toi qui es enseignant à l'école Émile Cole, donc tu es vraiment en contact avec la nouvelle génération. J'espère. Est-ce que tu sens qu'elle sait ce qu'elle va vivre, cette nouvelle génération? Elle sait que c'est un monde dur, que c'est un métier... en gros, s'il faut avoir... c'est tout à l'heure Thomas Caden qui parlait d'une certaine dose d'inconscience pour se lancer dans la BD. Oui, qui est nécessaire, tu veux dire? Ouais. Oui. Est-ce qu'ils le savent, les jeunes? Une dose d'inconscience, il y a beaucoup d'angoisse quand même, je trouve, à l'idée de s'engager dans la vie active de manière globale, et ça ne concerne pas que les artistes, ça concerne un peu tout le monde. Cette inconscience nécessaire, oui, je la retrouve chez beaucoup d'auteurs qui, dans le milieu scolaire, donc l'école Émile Cole est une grosse école privée où on a environ entre 300 et 400 élèves, donc ils ont tous cette passion, cette envie de faire des choses, de s'exprimer, de créer des choses. Et on voit bien que même si on leur explique comment on déclare une feuille d'impôt quand on est auteur, comment on se déclare aux AGSA, comment on présente un dossier à un éditeur, etc., il y a quand même des angoisses très très fortes. Donc il y a une nécessité de les accompagner après l'école pour suivre un petit peu leur début dans leur carrière, pour les aider justement à trouver leur voie. Mais en même temps, bon, on peut dire que c'est une forme de bizutage, c'est-à-dire que quel que soit le métier, on passe toujours par une phase un petit peu flottante. Voilà, mais ils ont pas vraiment connaissance de ce qui va leur arriver. Et en plus, ils se retrouvent coincés entre ce qu'ils ont envie de faire, la carrière qu'ils ont envie de faire, et puis leurs parents, qui, eux, connaissent encore moins le milieu dans lequel ils vont se mettre les pieds, et qui est un milieu, est-ce que c'est un métier, c'est pas vraiment un métier, qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ils ont un salaire, est-ce qu'ils ont une protection sociale, qu'est-ce qu'ils vont devenir, et puis bien sûr avec l'environnement médiatique qui a tendance à être un peu anxiogène, ça n'améliore pas les choses. Donc il y a un travail important à faire pour les aider à obtenir les outils qui vont à la fois leur permettre d'entretenir cette inconscience, cette naïveté nécessaire, et puis cette confiance en l'idée que ils sont pas tout seuls. Ils peuvent travailler aussi en collaboration les uns avec les autres, avec nous les profs, avec l'école, avec d'autres structures, pour être accompagnés. On passe du coq à l'âne. Allons-y. C'est le jeu de la question. Alors Gabriel sur le chat. Olivier, qu'est-ce que ça fait de bosser avec son frère? C'est une question qui revient souvent. Vous vivez depuis longtemps ensemble, en plus vous bossez ensemble, vous devez imaginer les histoires ensemble. Pour la faire courte, comme on dit, mon frère à une époque vivait à Strasbourg et il bossait pour la chaîne Arte, il faisait des bandes annonces en dessin animé pour Arte, et puis il en a eu marre de l'Alsace, il a voulu revenir sur Lyon, il s'est installé sur Lyon et on s'est dit tant qu'à faire, vu qu'on est dans la même ville, autant
vu qu'on s'entend bien, finalement, on n'a que 2 ans de différence, autant essayer de bosser ensemble, en tout cas dans le même lieu. C'est en voyant comment il travaillait, en l'accompagnant sur un festival, que j'ai découvert, moi, le milieu de la bande dessinée, et que j'ai trouvé ça fascinant, passionnant, et que je pouvais me faire plein de copains, alors que avant je faisais du web design, et me faire des copains, c'était un peu plus compliqué. Et là, je l'ai accompagné, voilà, et j'ai décidé de travailler avec lui. On a commencé notre série Lincoln ensemble, et c'est un vrai plaisir. C'est-à-dire que déjà, Lincoln, c'est une histoire familiale parce que c'est du western et on est né dans l'époque du western. On regardait la dernière séance. Notre papa a fait un western avec ses copains qu'on a regardé quand on était gamin. C'est une sorte de mythe fondateur dans l'histoire de la famille. On a été initié à la bande dessinée par Blueberry principalement. Donc il y avait tout un truc comme ça qui se construisait chez nous. Le menton en galoche, c'est quelque chose d'assez familial aussi. On voit plus chez mon frère que chez moi, j'ai de la chance. Le côté revendicatif. Oui. Ça, la personnalité, c'est moi. La tronche, c'est plutôt mon frangin. Et donc, ça a permis de transformer une relation de frères en quelque chose de beaucoup plus intense et beaucoup plus intéressant. Parce qu'on a des personnalités très différentes, mais ça nous a appris aussi à nous connaître mieux. Et puis ça répondait à un vieux fantasme chez moi, rien de sexuel, hein, je précise, je voyais quand j'étais plus jeune des histoires de frangins comme les frères de Crécy, par exemple, qui faisaient des choses ensemble, et je disais, mais déjà on a une famille assez soudée, on s'entend bien, mais si en plus on peut créer des choses ensemble, ça peut donner une dimension encore plus sympa à notre histoire familiale. Et c'est vrai qu'après, entre 2 frangins, quand on a l'album qui arrive et qu'il y a nos parents qui sont contents et la famille, etc., et qu'il y a le nom de la famille dessus, voilà, c'est une espèce de truc. Puis, ce qui est fou, c'est que c'est pas qu'une histoire de 2 frangins, c'est qu'il y a aussi, une belle-sœur. Oui, la femme de Jérôme, oui, tout à fait. Ouais, donc pareil, c'est une histoire qui s'agrandit. De la même manière, j'ai co-scénarisé une série qui s'appelle Kiaora avec ma femme. Et déjà, mais avant même l'idée de faire la BD, on avait fait une petite bande dessinée, dessin animé interactif sur Internet qui s'appelait Super Shoes et qu'on avait réalisé. Anne-Claire et Jérôme pour le dessin et la couleur, ma femme et moi pour le scénario et d'autres copains pour la programmation, le son, etc. Donc on aime bien ces histoires-là. Puis maintenant, je travaille avec les frangins Salcedo, donc ça amène des ingrédients un peu particuliers. Et comme ce qui est intéressant dans la collaboration entre un scénariste et un dessinateur, c'est quand on arrive à créer une vraie collaboration, une vraie amitié, une vraie intimité. Et quand on peut le faire aussi avec son frangin, c'est quand même très précieux. C'est une bonne expérience. Ouais. On me fait signe qu'il est tard déjà, et donc je vais devoir te libérer. Dernière question, la question rituelle. La qualité requise pour un auteur, s'il ne devait en rester qu'une. Je vais élargir un tout petit peu le truc pour dire que ce qui m'intéresse dans le travail de l'auteur aujourd'hui et dans la qualité que, à mon avis, un auteur doit obtenir aujourd'hui, c'est quitter un statut un peu adolescent qu'a eu longtemps l'auteur. Je ne parle pas de tous les auteurs, il y a plein d'auteurs qui avaient un rapport très responsable et très adulte à leur métier, mais il y a quand même, de manière globale, un côté un peu infantile de l'auteur par rapport à l'éditeur et par rapport même à son métier. Ouais. Et j'ai envie, c'est un petit peu la démarche qu'on a au syndicat, que les auteurs prennent conscience de ce que c'est leur métier, prennent vraiment connaissance de ce que sont les autres métiers de la chaîne du livre, du libraire jusqu'à l'éditeur, diffuseur, distributeur, et comprennent ce qui se passe. Voilà, il faut être curieux de ça aussi, parce que et même des lecteurs, de comprendre un petit peu les rapports que les uns et les autres, un peu moins naïf, un peu moins dans sa boîte, avec 2 boîtes aux lettres, une par laquelle on met les planches et l'autre par laquelle on reçoit nos droits d'auteur, parce que je trouve que c'est pas très sain pour l'avenir. Je trouve, de toute façon, je vois de plus en plus d'auteurs qui ont cette démarche et je trouve ça très plaisant. Olivier, je te remercie beaucoup de te prêter à ce petit jeu. Je t'en prie. De la Web TV. Comme le temps filoche, on pourrait parler des heures, mais le temps filoche. Et là, je vous invite à un petit voyage pas bien loin, un petit voyage à Angoulême. Nous allons aller à la rencontre d'une maison charmante, Soline Scutella, a rencontré Sylvain et Bastien tout à l'heure, ici à l'Université de la BD. Scutella, c'est une maison récente. C'est une maison angoumoisine. L'environnement, le développement soutenable est au cœur du projet. Alors, elle va nous parler de l'esprit de sa maison, de ses cartes blanches graphiques qu'elle laisse à des auteurs, ce qui est une chose visiblement assez rare, ou de comment en BD on peut passer de développement durable à développement désirable. Et le voyage à Angoulême se fera en 2 temps, parce que juste après Scutella, nous passerons à Ego Comics avec une petite discussion de Loïc Néou qui a gentiment répondu aux questions de Sylvain dans les coursives de ce bateau de pirates au musée de la bande dessinée. Loïc nous explique les relations qu'il a, les relations un peu particulières qu'il a avec ses auteurs. C'est parti pour ce voyage en 2 temps dans Angoulême, l'édition Angoulême.